Aujourd'hui, dans Eureka, on va parler d'un truc un peu mystérieux, l'électromagnétisme. Mais tu vas voir, c'est en fait assez simple. On va d'abord découvrir ce que c'est exactement. Ensuite, on va comprendre comment ça marche. Et enfin, on va se rendre compte qu'on passe notre vie avec ce machin mystérieux sans même s'en rendre compte. Bienvenue dans le monde fabuleux de l'électromagnétisme. Allez, c'est parti! Salut Shorty, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Tiens, je te pose une colle. C'est quoi le point commun entre un marteau posé sur une table, le ciment qui tient collé ensemble tous les grains de matière, une centrale électrique, le moteur de ta perceuse, un aimant, une prise électrique et de la chimie? Eh bien tout ça, ça existe uniquement grâce à la force électromagnétique. Et tu verras dans une prochaine vidéo que cette force est aussi responsable de toutes les ondes qui nous entourent. Et alors c'est quoi exactement l'électromagnétisme? Eh bien partons dans l'infiniment petit pour comprendre. C'est d'abord une force qui agit entre deux particules qui ont une charge. Ici, on a un proton positif et un électron négatif. Une force va naître et va les attirer l'un vers l'autre parce qu'ils ont une charge opposée. On appelle cette force la force électrostatique. Si maintenant on met deux protons de charge positive, alors la force va les repousser. Si tu as vu ma vidéo Les 4 forces de l'univers, tu sais que la force électrostatique est l'une de ces 4 forces fondamentales et qu'elle existe grâce à l'échange de photons virtuels qui agissent comme un ballon que les particules se lanceraient. Ça permet donc à cette force de s'exercer à distance. Et la charge d'une particule, eh bien, c'est tout simplement sa capacité à échanger ses ballons. Attardons-nous quelques instants sur ce photon virtuel. Quand deux protons s'échangent un petit photon virtuel, cet échange de ballons fait s'éloigner lentement l'un de l'autre ces deux protons. On remarque d'ailleurs qu'il faut attendre que le proton de droite reçoive le photon pour qu'il ressente la force de répulsion. Rien n'est instantané dans la nature. Si maintenant, on ne prend pas un petit, mais un gros photon virtuel, disons 4 fois plus gros, eh bien, on observe que la force sera 4 fois plus forte. Mais au fait, ils viennent d'où ces photons virtuels? Ce sont en fait des particules éphémères qui naissent à partir d'amas d'énergie et qui rapidement se désagrègent en redonnant naissance à d'autres amas d'énergie. Plus ils sont gros et donc plus énergétiques, plus leur durée de vie est courte. Un gros photon virtuel ne pourra donc parcourir qu'une petite distance avant de disparaître, alors qu'un petit, moins énergétique, pourra lui parcourir une longue distance. C'est pour cela que deux protons éloignés ressentent une force de répulsion faible, car seuls les petits photons virtuels peuvent être échangés, alors que s'ils sont proches, la force sera beaucoup plus importante. Allez, on remet la lumière, sinon on n'y voit plus grand-chose. Mettons des protons et des neutrons ensemble pour fabriquer un noyau. C'est cette force électrostatique qui permet de maintenir les grains de matière ensemble. Ici, l'électron est gardé prisonnier à côté du noyau positif grâce à cette force d'attraction. Mais c'est aussi cette force qui maintient ensemble tous ces atomes pour former des structures bien organisées. Mais les atomes ne sont pas tous identiques. Il y en a de toutes sortes, selon le nombre de protons et de neutrons dans leur noyau. Un proton, ça donne de l'hydrogène, 2 protons de l'hélium, 6 protons du carbone, 7 protons de l'azote, 8 de l'oxygène, et encore plein d'autres, tous différents. Et la force électrostatique permet de tenir tous ces atomes les uns à côté des autres pour former de magnifiques chaînes toutes plus variées les unes que les autres. La force électrostatique est en quelque sorte le ciment de cette formidable diversité qui, au hasard des tentatives, donnera des structures à l'origine de la vie. Mais c'est aussi la meilleure amie des chimistes qui imaginent des assemblages avec des caractéristiques toujours plus innovantes. Mais les mystères de cette étonnante force sont loin de s'arrêter là. Elle nous réserve un petit secret supplémentaire. T'as une idée, Shorty? Allez, je t'aide. Le titre de la vidéo, c'est électromagnétisme.
alors qu'on n'a parlé pour le moment que de la force électrostatique. Allez, on va voir ensemble. On va faire bouger tout ça un peu. Regardons ce bout de métal. Il est constitué d'atomes, eux-mêmes constitués d'un noyau et d'un électron. Comme on est dans un métal, souvent certains électrons peuvent se libérer de l'attraction de leur noyau. Si tu veux des infos là-dessus, tu peux regarder ma vidéo sur les mystères de la matière. Donc dans notre bout de métal, on a pas mal d'électrons éloignés de leur noyau qu'on appelle des électrons libres. Ces électrons peuvent facilement se déplacer. Et justement, si on met plein de charges négatives d'un côté et positives à l'autre extrémité, la force électrostatique va attirer ces électrons libres dans un sens et les noyaux positifs dans l'autre sens. C'est ce mouvement des charges qu'on appelle le courant électrique. Maintenant, imaginons qu'il y a à côté un électron, en vert ici, qui se déplace. Si Shorty regarde tout ça depuis son siège, il va voir l'électron vert bouger dans un sens, les noyaux violets bouger dans le même sens et les électrons bleus dans le sens opposé. Mais si maintenant Shorty décide de regarder tout ça posé sur l'électron vert en mouvement, il va voir les noyaux violets bouger très lentement vers la gauche et les électrons bleus bouger très vite vers la droite. Or, la théorie de la relativité d'Einstein nous dit que les longueurs se contractent à grande vitesse et s'étirent à faible vitesse. Donc, du point de vue de l'électron vert, les électrons bleus semblent se rapprocher et les noyaux violets s'écarter. La grande densité des charges négatives des électrons bleus exerce une grande force de répulsion et la faible densité des noyaux positifs violets exerce une faible force d'attraction. Au total, il reste une force qui a tendance à repousser l'électron vert qui est en mouvement. Il va donc continuer sa route en étant dévié vers le bas. C'est cette force résultante qu'on appelle la force magnétique, qui n'est rien d'autre qu'une conséquence de la force électrostatique sur une particule en mouvement. Donc, des électrons qui bougent dans un fil, c'est-à-dire un courant électrique, vont engendrer une force magnétique perpendiculairement au courant. Et cette force magnétique pourra faire bouger des objets. On peut dire, en simplifiant, que l'électricité produit un aimant qui lui-même peut faire bouger des objets. C'est exactement ce qui se passe dans le moteur électrique de ton batteur. L'électricité crée un aimant qui fait bouger les fouets. Pareil dans les moteurs des machines de bricolage ou dans les voitures électriques. Mais c'est pas fini. À l'inverse, on a découvert que quand on place un aimant immobile à côté d'un fil de métal, il ne se passe rien. Mais si on fait bouger l'aimant, alors ça produit un courant électrique dans le fil. Et donc pareil, pour faire simple, réussir à faire bouger un aimant à côté d'un fil crée de l'électricité. Et le phénomène est à l'origine de ce qui se passe dans une centrale électrique. Ici, la force de l'eau qui tombe fait bouger la roue sur laquelle est fixé un aimant. En bougeant, cet aimant va créer de l'électricité dans les fils de métal. Et toutes les centrales électriques, à l'exception du photovoltaïque, fonctionnent comme ça. La seule chose qui change, c'est la façon de faire tourner la roue. Ça peut être le vent ou la vapeur d'eau chauffée en brûlant du bois, du charbon, du gaz ou chauffée par les réactions nucléaires. On vient donc de voir que la présence d'une charge, un électron par exemple, va créer autour d'elle une force qui agira sur une autre particule ayant une charge. On appelle cela la force électrostatique. Et si en plus cet électron bouge, il va aussi créer autour de lui une force qui agira sur toute particule chargée qui se déplacera à proximité. L'électrostatisme et magnétisme sont donc intimement liés. C'est pour cela qu'on réunit les deux phénomènes en ce qu'on appelle l'électromagnétisme. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais on continuera bientôt la découverte d'une autre conséquence bluffante de ces forces électromagnétisme, les ondes. Allez, c'est assez pour aujourd'hui, on va maintenant résumer tout ce qu'on a vu. La force électrostatique naît à distance entre deux particules qui ont une charge. Elle peut être attractive ou répulsive. Cette force s'exerce à distance grâce à l'échange de ballons appelés photons virtuels. Plus les particules sont éloignées, plus la force est faible, car elles ne peuvent échanger que des petits photons virtuels. Par contre, la force est importante si les particules sont proches, car de gros photons peuvent s'échanger.
Cette force permet de tenir ensemble les grains de matière. L'électron négatif reste prisonnier autour du noyau positif. Les atomes d'une structure sont tenus ensemble grâce à cette même force. De même, les molécules, constituées de plein d'atomes différents, sont maintenues par cette force électrostatique. Cette force est à l'origine de l'électricité et du magnétisme. Un aimant qui bouge va créer de l'électricité. À l'inverse, l'électricité va engendrer une force magnétique, c'est-à-dire un aimant. Une multitude d'applications de notre quotidien sont régies par ces forces électromagnétiques. La centrale électrique, le moteur électrique de nos appareils et une quantité inouïe d'autres objets de notre quotidien. Alors merci d'avoir écouté et si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce, à partager et aussi de t'abonner à la chaîne.